Jeudi 20 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de rester sur Viva pour vous informer. Les inondations et les intempéries toujours à la une des actualités de ce jour, suite aux fortes précipitations de ces 3 derniers jours qui a engendré des inondations dans de nombreux quartiers de la ville d'Antananarive. Le président de la République est descendu ce jour dans le Fuktan d'Andoutapenaka 2 et d'Nkoronjan pour être chevé des sinistrés. L'État malagasy leur a apporté des repas chauds, des lits et a également annoncé des soins et traitements médicaux gratuits. Le président de la République, Andry Rajoelina, a souligné que l'on doit trouver une solution durable pour éviter de tels sinistres. Le président de la République, Andry Rajoelina, s'est rendu ce jour dans les bas quartiers. Il a pu y constater les conséquences de ces quelques jours d'intempéries. De tels équipements constituent une solution d'urgence pour pomper les eaux. Dans le Fuktan d'Andoutapenaka 2, 65% des habitants ont été victimes de cette inondation suite aux précipitations abondantes. Le chef de Fuktan a expliqué que les sites pour accueillir les sinistrés ne suffisent pas, raison pour laquelle ce dernier demande à ce que le nouvel établissement scolaire soit ouvert à cet effet. La dernière fois que le Fuktan a subi une telle inondation, c'était en 2014, selon toujours ses explications. Le président de la République a immédiatement répondu à leur demande lors de sa descente sur les lieux. Aussi, l'établissement scolaire sera ouvert demain pour accueillir les sinistrés. Par ailleurs, ils ne seront pas abandonnés à leur sort car le gouvernement prend déjà les choses en main. Le président de la République a par ailleurs souligné l'importance des carnets de Fuktan qui permettront de prendre en charge les victimes de la montée d'eau. Le chef d'État s'est également rendu à Nkoronjan pour rendre visite aux 1100 sinistrés de ce Fuktan. Comme à Andoutapenaka, le gouvernement y a prêté main forte à travers des services de santé, des repas chauds et divers équipements ont été octroyés par l'association Fiti. D'après le président de la République, Andry Rajoelina, ce jour, le gouvernement cherche une solution durable pour solutionner ces inondations. Et toujours dans ce cadre, le gouvernement de Christian s'active pour aider les sinistrés. Dans ce cadre, hier soir, des membres du gouvernement sont descendus au gymnase couvert d'Nkoronjan pour constater la situation dans laquelle se trouvent réellement les sinistrés. En effet, le gymnase accueille plus de 2000 personnes. Des tentes seront installées à l'extérieur du gymnase afin d'éviter la propagation de la Covid au niveau des sites d'hébergement. D'autres sites seront bientôt mis en place, d'après le Premier ministre. Le nombre de sinistrés depuis le 19 janvier, début des intempéries, s'élève à 17 498 d'après les statistiques officielles du BNGRC publiées ce jour vers 13h. 8 348 d'entre eux ont été évacués vers les 22 sites d'hébergement. Fin de Émirail sur les images de Yves Janel. Le gymnase de Mahamas n'accueille le plus de sinistrés qui sont au nombre de 2717. Celui d'Mbutamen accueille 1376 sinistrés et le gymnase couvert d'Nkoronjan 1100 personnes. Selon le BNGRC, on compte actuellement 23 438 sinistrés depuis la nuit du 19 janvier 2022, dont 9 091 évacués vers des sites d'hébergement qui sont au nombre de 26 à l'heure actuelle. 3 497 foyers sont inondés, 11 personnes ont perdu la vie dans cette inondation suite aux intenses précipitations depuis dimanche. La prévision de cyclogenèse est confirmée. En effet, un cyclone verra le jour à compter de ce samedi dans la partie nord-est de Madagascar. D'après le service de la météorologie ce jour, les précipitations s'intensifieront donc dans cette partie de l'île et pourraient même atteindre les 100 mm en 24 heures, ce qui pourrait engendrer des inondations, des glissements de terrain ou encore des éboulements, toujours d'après les explications de le service de la météorologie. Reportage. Selon les prévisions du service de la météorologie, un cyclone devrait se former dans la matinée de ce samedi dans la partie nord-est de Madagascar. Ce cyclone atteindra le 1/3 de la partie nord et va entraîner de fortes précipitations dans la partie nord, notamment dans le Melek, Bitsbouk, Alochamangour et Atsnanan. À titre de rappel, l'on peut nommer un cyclone que lorsque le vent qui l'apporte atteint la vitesse de 63 km/h. C'est à partir de cette vitesse également que l'alerte sera lancée pour les districts et régions principalement concernés.
Cette cyclogenèse va engendrer des intempéries entre le 23 janvier et le 26 janvier 2022 pour les régions Analandsroof, Sava, Sofia, Diana, Bouin, Bitsbouk, dans la région Fitvnan et Atsimotsnanan. Les précipitations pourraient atteindre les 100 mm en 24 heures dans ces régions et entraîneront donc des inondations et éboulements. Par ailleurs, Mitsins, Marvoy, Maadzanga 1 et 2, Ambatulampi, Anjamassen, Anusbe Anal, Marolamb, Antanambao, Manamputsi, Vatmanj, Maanour et Anusvar qui sont en alerte rouge. Alerte jaune pour Sonirani-Vung, Vavatin, Prikaville, Vénéry-Vest, Mananara Avaraj, Marwansech, Sainte-Marie, Thomasna 1 et 2, Mouramang, Port-Berger, Ansui, Analalav, Ambans, Nusbe, Ambilbe et Antranan. Les pêcheurs entre Maadzang et Antranan doivent éviter de prendre la mer temporairement pour éviter tout danger, d'après le service de la météorologie. Il manque des tentes pour accueillir les sinistrés dans le Fuktan d'Amboudvounkil. Ainsi, seulement 91 parmi les 639 sinistrés ont pu être installés au sein du bureau de Fuktan. Ces derniers ont néanmoins bénéficié de diverses aides, notamment de la nourriture et des lits de la part de l'État malagasy. Et pour éviter la propagation de la Covid-19, une consultation médicale journalière a été mise en place au niveau de ce site d'hébergement. Reportage. Le Fuktan d'Amboudvounkil dispose d'endroits pour accueillir les sinistrés, mais il n'a pas suffisamment de tentes pour les loger. De ce fait, certains sinistrés retournent chez eux malgré les risques qu'ils courent au sein de leur maison, envahies par les eaux. Ce Fuktan compte au total 639 sinistrés, soit 65 ménages, mais 91 personnes seulement ont pu être accueillies au niveau du bureau de Fuktan. Quoi qu'il en soit, ces 91 ont pu être prises en charge correctement et ont bénéficié de nourriture. Mis à part les inondations, nous sommes toujours en pleine lutte contre la Covid-19. Dans ce cadre, une consultation médicale quotidienne a été mise en place au niveau de ce site d'hébergement. En cas de symptômes, le concerné sera immédiatement transféré auprès des centres médicaux pour y recevoir les soins adéquats. Et sur le plan éducatif, les parents appréhendaient d'envoyer leurs enfants à l'école ce matin, notamment ceux qui n'habitaient pas les zones concernées par la suspension des cours décidée par le ministère de l'Éducation nationale, étant donné la montée d'eau. Ces derniers craignent également pour la santé de leurs enfants à cause des intempéries, mais aussi de la Covid. Fin de Sénémiraï, Yves Janel. Conformément aux consignes du ministère de l'Éducation nationale, les écoles situées dans les zones rouges et jaunes, du fait de la montée d'eau, ont fermé leurs portes ce jour. Les établissements qui n'étaient pas concernés par cette mesure ont continué à dispenser les cours. Toutefois, les parents appréhendaient d'envoyer leurs enfants à l'école ce jour, car mis à part la Covid, leurs enfants risquent également la grippe ou autre maladie à cause des intempéries et de la montée des eaux. Les risques sur le trajet pour aller à l'école ont également freiné certains parents, même si cette dernière n'est pas dans une zone rouge. Par conséquent, 15% des élèves de cette école ont manqué à l'appel ce jour. Avec la saison de pluie, les parents, certes, ils sont assez inquiets, comme le directeur a su gérer la situation et calmer nos parents et leurs inquiétudes. Toutefois, l'école s'est soumise aux directives du ministère de l'Éducation. Elles en ont également profité pour rattraper le retard dû au report de la rentrée. A su de très près les dispositions et directives du ministère de l'Éducation nationale. Donc effectivement, nous avons bien vu la liste des zones qui sont touchées par les points d'alerte. Donc pour le moment, Antanekbe n'est pas concerné. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit aux parents que l'école continue toujours. Donc ils vont toujours envoyer les enfants ici pour travailler, pour essayer de respecter le planning, le programme scolaire qui a été établi. Mais toujours est-il, avec les intempéries qui arrivent, donc nous avons pris certaines dispositions. Par exemple, tout ce qui est EPS et tout ce qui est natation, nous allons les suspendre un peu pendant ce temps-là. Nous profitons de l'occasion pour rattraper tout ce qui est retard dans le suivi du programme scolaire établi.
Les délestages tournants s'enchaînent dans le réseau interconnecté d'Antananarive. Les consommateurs s'en plaignent et de leur côté, les techniciens de la Jirama annoncent que la partie technique de la remise en marche d'un décalque est totalement rétablie, mais il reste la partie électrique. L'eau qui imbibait le transformateur a été complètement évacuée, qui compliquait les travaux de réhabilitation. Anna Martina. Nombreux sont les foyers et les petites entreprises qui endurent encore les conséquences de l'incendie qui s'est produit à un décalque. En effet, plus de 15 jours se sont écoulés, mais les délestages tournants sont toujours d'actualité dans le réseau interconnecté d'Antananarive. À un décalque, les techniciens procèdent actuellement au nettoyage de la centrale, au séchage des machines et de leurs composants qui ont été inondés. Afin d'accélérer les travaux, le gouvernement a apporté son aide. À cela s'ajoutent les essais et les inspections des machines électroniques et mécaniques. D'après les informations, 60% des travaux seront achevés si le retour de tension envisagé se fait comme il se doit. Néanmoins, des essais techniques devront impérativement être réalisés avant le rétablissement définitif du groupe numéro 2. Par la suite, l'augmentation de la production d'électricité sera assurée, ce qui diminuera les coupures de courant, toujours d'après les informations. Et concernant les actualités internationales de ce jeudi, la situation pourrait échapper à tout contrôle si la Russie attaquait l'Ukraine, a mis en garde hier le président américain Joe Biden, tout en estimant qu'un sommet avec le président russe Vladimir Poutine était une possibilité. Reportage sur les images de France 24. D'un côté de la frontière, un avion britannique atterrit en Ukraine avec à son bord des cargaisons de missiles anti-chars destinés à Kiev. De l'autre côté de la frontière, en Russie, l'armée poursuit son déploiement. Chaque parti se défend de vouloir faire la guerre, mais tout le monde semble s'y préparer. Les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de 200 millions de dollars qui s'ajoute aux 450 millions déjà accordés. Si elle fait réellement ce qu'elle est capable de faire avec les forces amassées à la frontière, ce sera un désastre pour la Russie. 8 ans après avoir annexé la Crimée, la Russie refuse toujours de retirer les dizaines de milliers de soldats qu'elle a positionnés à la frontière avec l'Ukraine. Kiev et les Occidentaux accusent Moscou de vouloir à nouveau envahir l'Ukraine et de soutenir les rebelles pro-russes de l'Est ukrainien en guerre contre le pouvoir central, une accusation que les séparatistes récusent. L'Ukraine essaye depuis très longtemps de prouver au monde entier qu'elle est dans une sorte d'état de guerre avec la Fédération de Russie et que la Russie est une partie au conflit. Toutes les déclarations que l'on entend sont basées sur ces mensonges. Moscou exige toujours un accord écrit des Occidentaux qui stipule que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN et qui réclame le retrait de l'Alliance atlantique des pays baltes. Pour Moscou, ces demandes sont non négociables et pour les États-Unis, elles sont inacceptables. Alors que la rencontre de vendredi entre Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov approche, le fossé entre les deux parties se creuse. Et en Mali, la junte et ses soutiens critiquent notamment la présence militaire française au Sahel, jugée contraire aux intérêts de leur pays. Toujours un reportage de France 24. Des dizaines de milliers de Maliens se sont réunis vendredi 14 janvier pour dénoncer les sanctions économiques qui frappent le pays depuis quelques jours. Une situation vécue comme un affront national. Ousmane, militant de Tombouctou, a tenu à être là à la première heure. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire à la France que le Mali n'est pas un pays ingrat. Combien d'enfants portent le nom d'Amir Boiteux, le premier soldat tombé sur le sol malien? Combien d'enfants portent le nom de François Hollande, à l'époque président de la République française? Mais aujourd'hui, nous savons lire entre les lignes. Nous avons compris que ça ne va pas. Donc on est obligé de dire non, non et non. Quelques jours plus tard, le calme est revenu. Nous retrouvons Ousmane dans le quartier populaire de Korofina, au nord de la capitale malienne. Nous ne sommes pas contre la France, nous ne sommes pas contre les Français, mais oui, nous sommes contre la politique française au Mali, nous sommes contre la politique française au Sahel. Les choses ont changé. Nous pensons que la France maintient le statu quo pour qu'elle reste maître de lieu. La France peut mieux faire. La France peut mieux faire aujourd'hui. Dans les rangs des autorités de transition, le discours est le même. Nous ne déclarons pas de guerre à quelqu'un. Nous défendons les intérêts de notre pays. Et défendre les intérêts de notre pays,
c'est dire à nos partenaires, chez nous, c'est nous qui sommes maîtres, c'est nous qui décidons de la conduite à tenir, c'est pas vous. Le Mali est entré dans une zone de turbulences politiques et sociales. Pour le moment, ils ne sont pas très inquiets. Malgré qu'on sait peut-être que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, peut-être que les autorités maliennes auront du mal peut-être à payer le salaire parce qu'ils seront peut-être en cours de liquidité. Mais pour le moment, ils nous ont assuré. Aujourd'hui, les autorités maliennes sont entrées dans une phase de négociation avec les pays de la région pour tenter de désenclaver un pays sous sanctions. Benjamin Brière, un Français détenu en Iran depuis plus d'1 an et demi, comparaîtrait ce jour devant un tribunal révolutionnaire pour y répondre d'accusations d'espionnage et de propagande contre le régime qu'il dément, a annoncé mercredi son avocat dans un communiqué. Ce n'est pas le seul occidental à être détenu dans le pays. Reportage. Sur les réseaux sociaux, Benjamin Brière a publié ses photos de son périple entamé en 2018. Des centaines de clichés d'un passionné de voyage qui parcourait le monde à bord de son van. La dernière photo publiée sur cette page date du 26 mai 2020. C'était en Iran. Depuis, il a été arrêté et emprisonné pour espionnage. Il est accusé d'avoir photographié des zones interdites à l'aide d'un drone de loisir. Il a toujours démenti ces accusations. Sa famille a tenté à plusieurs reprises d'alerter l'opinion. Le Français a entamé une grève de la faim le mois dernier. Les derniers appels que j'ai eus avec lui, du coup, il m'a vraiment fait comprendre que c'était très difficile, qu'il était en train de sombrer et que là, c'était plus possible, quoi. Il était complètement... Ça devenait très dur, ça devient vraiment très dur pour lui et c'est pour ça qu'il en est à entamer une grève de la faim aujourd'hui, quoi. C'est son seul recours, sa seule façon d'essayer de faire évoluer la situation de là où il est, quoi. Pas un espion, mais un simple touriste, d'après ses avocats, qui dénoncent une prise d'otage par le gouvernement iranien. Il n'est pas le seul occidental à être détenu dans le pays. Condamnée en mai 2020 pour atteinte à la sécurité nationale, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelha a, elle, de nouveau été incarcérée pour avoir, d'après la justice, enfreint les conditions de son assignation à résidence. À ce jour, plus d'une dizaine de binationaux occidentaux sont détenus en Iran. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles informations.